Rien ne se perd, rien ne se crée. Vraiment. Pourtant, année après année, beaucoup de nouvelles choses apparaissent dans notre univers. Innovation, découverte, concept, création, espèces vivantes même. À l'inverse, beaucoup de choses disparaissent aussi. Invariablement, on cherche une explication logique à ces disparitions. La réponse dans certains cas est loin de paraître évidente. Les deux CF-100 de l'armée canadienne volent pratiquement de concert. Les chasseurs effectuent une mission de routine juste au-dessus de la rive nord du lac Ontario. Soudain, l'appareil de tête accélère légèrement, se détache de son compagnon, traverse un cumulus et disparaît. Pendant un instant, le pilote du second avion garde les yeux fixés sur cette traînée de condensation qui s'arrête net. Seul indice qu'un appareil se trouvait en vol une seconde plus tôt. La voix du contrôleur aérien de la base de Trenton le ramène à la réalité. Lui aussi a vu l'écho du CF-100 disparaître d'un seul coup de son écran radar. Il veut savoir ce qui se passe. Le CF-100 de l'armée canadienne, avec 2 hommes à son bord, s'est apparemment volatilisé, comme s'il était passé dans une autre dimension. En croire la littérature consacrée aux phénomènes étranges, il existe des endroits sur Terre où des avions, des bateaux, des équipages tout entiers peuvent disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Est-ce possible? Chaque année, la presse rapporte un certain nombre de disparitions a priori inexplicables. Après enquête, il s'avère cependant que la plupart de ces disparitions s'expliquent par des crimes ou par des disparitions volontaires. Mais au-delà de ce constat, il y a les autres disparitions, celles qui échappent à toute logique, à toute explication rationnelle. Qui n'a pas entendu parler du célèbre triangle des Bermudes? Cette zone délimitée par la péninsule de la Floride, les Bermudes et l'île de Porto Rico. Le triangle aurait été le théâtre de centaines de disparitions mystérieuses et inexplicables. C'est dans ces eaux que s'est perdu le brigantin canadien Arbutus. Parti de la Jamaïque le 1er janvier 1899 à destination de New York, le navire de 385 tonnes n'a jamais été revu. Selon l'auteur canadien Hugh Cochrane, il existerait au moins 14 zones semblables au triangle des Bermudes. L'une d'elles serait située sur les Grands Lacs, entre le Canada et les États-Unis. Le 22 décembre 1977, Craig Carlyle, un pilote américain comptant quelques 6000 heures de vol à son actif, quitte l'aéroport d'Oshawa, en Ontario, à destination de Beaver Falls, en Pennsylvanie. L'appareil, un Cessna bimoteur immatriculé N404SA, quitte la piste aux alentours de 21 heures. 15 minutes plus tard, l'appareil disparaît des écrans radars de la tour de contrôle de l'aéroport de Toronto. Pendant 2 jours,
c'est l'unité de sauvetage de l'armée canadienne et la garde côtière américaine qui vont passer au peigne fin un secteur d'à peu près 2000 km sans trouver la moindre trace de l'appareil. Dans ce genre d'affaires, si les enquêteurs misent sur la découverte de débris pour résoudre un mystère, il arrive parfois que ces mêmes débris ne fassent que rendre plus ténébreuses les circonstances de la disparition. En août 1884, alors qu'il navigue à quelques 48 km du port de Catalina à Terre-Neuve, le canonnier HMS Mallard croise le brigantin Resolven. Celui-ci louvoie et semble abandonné. On exécute des manœuvres d'abordage et des hommes du Mallard montent à son bord. Le Resolven, un navire de 143 tonnes, est tout à fait désert. Ses 9 membres d'équipage se sont volatilisés. Le Resolven est l'un de ces fameux navires abandonnés. On l'a retrouvé au large de Terre-Neuve et personne ne peut dire pour quelle raison précise il naviguait sans équipage. Où était-il passé cet équipage? Les pirates? La peste? Quelque chose du genre? Aujourd'hui, 200 ans plus tard, personne n'a encore réussi à élucider la question. Et le cas du Resolven constitue une infime partie des mystères de l'histoire de la marine dans l'Est du Canada. Il n'y a pas que les lacs et les océans à avoir été le théâtre de disparitions mystérieuses. En décembre 1900, un navire ravitailleur accoste l'île Moore, le plus grand îlot des îles Flannan. Le bateau transporte les hommes qui doivent relever les 3 gardiens du phare, qui est la seule construction de l'île d'ailleurs. Au grand étonnement de l'équipage, les 3 gardiens ne sont nulle part. Pourtant, les hommes n'avaient aucun moyen de quitter l'île. Ils ont tout simplement disparu. On raconte également que durant la campagne des Dardanelles en 1915, un bataillon britannique composé de quelques 370 soldats aurait disparu après être entré dans un mystérieux nuage. En novembre 1980, Granger Taylor, un jeune homme de Duncan, en Colombie-Britannique, laisse une lettre à ses parents. « Chère maman, cher papa, je suis parti rencontrer des extraterrestres qui m'ont invité à prendre part à un voyage interstellaire de 42 mois. On ne reverra jamais Granger Taylor. » Le phénomène des disparitions mystérieuses est l'un des plus fascinants. Peut-être parce que lui, contrairement à de nombreux autres incidents étranges, compte son lot de victimes. Lorsqu'il est question d'apparitions d'ovnis, de fantômes ou de monstres lacustres, on peut toujours hausser les épaules et se dire que ces gens ont eu une hallucination ou ont confondu un avion avec un ovni, mais il en va tout autrement lorsqu'il est question de disparitions mystérieuses. Des centaines d'hommes et de femmes sont disparus sans jamais laisser de traces. Par contre, ces disparitions sont elles aussi mystérieuses qu'on voudrait nous le faire croire? Rien n'est moins sûr. Les disparitions mystérieuses ont toujours fait fantasmer l'imagination. Au Moyen Âge, elles étaient tantôt attribuées au diable, tantôt aux fées. Aujourd'hui, les amateurs de mystère parlent plus volontiers des extraterrestres ou de vortex ouverts vers d'autres dimensions. Si le phénomène des disparitions mystérieuses suscite autant d'intérêt, c'est probablement parce que le sort des victimes ouvre la porte aux plus folles spéculations. C'est un jeu également où l'imagination doit composer avec les circonstances connues de la disparition versus les pièces manquantes du puzzle. C'est un jeu également où tous et chacun se plaît à jouer les Sherlock Holmes. Mais ces disparitions sont-elles réellement mystérieuses? L'histoire montre qu'en l'absence d'informations, l'imagination s'emballe. En 1968, le Sunday Times de Londres annonce qu'il finance une extraordinaire équipée nautique, la Golden Globe. Les participants devront faire le tour du monde en solitaire à bord d'un voilier de leur choix. Le moment de leur départ est laissé à la discrétion des navigateurs, mais
devra avoir lieu avant le 31 octobre à minuit. Le gagnant sera déterminé sur le temps mis à faire le tour complet avant de revenir à son point de départ. Le 31 octobre 1968, vers 15 h, 9 heures avant la date butoir, Donald Crawhurst, un marin de 37 ans, à peu près inconnu des courses marines à ce moment-là, prend le départ du port de Taimoog sur la Manche. Son navire, un trimaran, le Taimoog Electron, est équipé de toutes sortes d'équipements assez sophistiqués mis au point par Crawhurst lui-même. Et au départ, les choses vont relativement bien. Crawhurst progresse assez rapidement. Le 10 décembre, par exemple, il annonce par radio qu'il a parcouru quelques 243 000 dans sa journée. C'est un record mondial. Et puis bientôt, il annonce également qu'il a franchi le cap de Bonne-Espérance et qu'il file sur l'océan Indien. Évidemment, l'aventure est périlleuse. Il y a beaucoup d'abandon. Mais Crawhurst, lui, ne lâche pas prise. Il continue. Et puis, au printemps de 1969, il annonce qu'il a franchi le terrible Cap Horn, puis qu'il, à ce moment-là, il file à nouveau sur l'océan Atlantique. Évidemment, quelques semaines après, d'autres abandons placent Crawhurst en pole position. Évidemment, à Londres, on est très étonné parce que Crawhurst, qui, comme je l'ai mentionné, était inconnu des courses maritimes, se retrouve soudainement en pole position, alors qu'au départ, on lui donnait à peine quelques semaines, quelques mois tout au plus. Mais voilà que Crawhurst réussit très, très bien. Sa famille à Londres se prépare à l'accueillir en héros. Mais voilà que Crawhurst n'arrivera jamais au port de Taimoog. Le 10 juillet 1969, un navire, le Picardie, qui croise tout près des Açores, voit le Taimoog Electron. Il est abandonné et une partie de sa voilure est abaissée. Le capitaine Richard Box décide d'envoyer 4 hommes à bord du Taimoog pour voir qu'est-ce qui se passe. Le navire est complètement abandonné. Alors on décide de le ramener au port de Saint-Domingue, en République dominicaine. À Londres, la nouvelle de la découverte du trimaran sème la consternation. On refuse de croire que Crawhurst ait pu passer par-dessus bord. Mais alors, que s'est-il passé? La presse qualifie bientôt cette affaire de mystère maritime du siècle. Cette énigme devient le sujet de conversation de tous. Crawhurst a-t-il disparu dans une autre dimension? Après tout, les Açores ne sont pas très loin du mystérieux triangle des Bermudes. A-t-il été victime de monstres marins? À moins que ce ne soient les extraterrestres. La solution est beaucoup plus simple. En fouillant le trimaran, le capitaine Richard Box découvre non pas un, mais 2 livres de bord. Le premier rapporte minutieusement la position quotidienne du trimaran. L'autre indique des positions fictives, celles fournies par Crawhurst. Des positions qui, aux yeux du reste du monde, le gardaient dans la course. Il appert en fait que Crawhurst n'a jamais quitté l'Atlantique. Durant ses 8 mois passés en mer, il a tourné en rond au milieu de l'Atlantique, essayant de se tenir loin des routes commerciales. Il espérait pouvoir berner tout le monde. Son plan était de regagner le port de manière à s'assurer la 3e ou la 4e place. N'étant pas le premier, personne ne penserait à regarder de trop près ses exploits de navigateur. Mais en demeurant dans les leaders, il pourrait peut-être convaincre des investisseurs de placer un peu d'argent dans la commercialisation de ses équipements de navigation mis au point sur son trimaran. Malheureusement, l'abandon des meneurs a placé bien malgré lui le pauvre Crawhurst en pole position. La falsification de ses livres de bord ne tarderait pas à être découverte. Et plutôt que d'affronter la honte, Donald Crawhurst a tout bonnement décidé de se jeter à la mer, aussi incroyable que cela puisse paraître. Sans la découverte des livres de bord, la disparition de Donald Crawhurst figurerait sans doute aujourd'hui parmi les joyaux des amateurs de mystère. Mais la réalité a un goût beaucoup plus amer. Et s'il en était toujours ainsi des disparitions mystérieuses? Et si le mystère n'était qu'une question d'ignorance?
Que la disparition d'un seul homme soit mise sur le compte d'une escroquerie est une chose. Mais comment expliquer de si nombreuses disparitions mystérieuses survenues dans le tristement célèbre triangle des Bermudes? Cette zone aurait été le théâtre de centaines de disparitions inexpliquées. C'est l'auteur américain Charles Berlitz qui a popularisé le triangle des Bermudes au début des années 1970. Bien sûr, Berlitz n'était pas le premier à souligner les nombreuses disparitions survenues dans cette région, mais son livre The Bermuda Triangle s'est vendu à 5 millions d'exemplaires et s'est hissé au rang des best-sellers. Il est toujours considéré comme un incontournable. Berlitz, comme tous les autres auteurs à avoir écrit sur le sujet, place en tête de liste l'incident du vol 19. Le 5 décembre 1945, vers 14 heures, un escadron composé de 5 bombardiers Avenger décolle de la base aéronavale de Fort Lauderdale, en Floride. La mission ce jour-là consiste à voler plein est, bombarder une carcasse de navire ancrée au large de la Floride, puis revenir à la base. Donc la première partie du vol se passe relativement bien. Après avoir bombardé la carcasse, le commandant du vol, le lieutenant Charles Taylor, propose à ses hommes de prolonger le vol. Il faut comprendre à ce moment-là qu'on est à quelques jours de Noël et qu'une prime de Noël, qui est calculée à partir du nombre d'heures de vol, est toujours bonne à prendre en cette période. Et puisqu'à ce moment-là, le vol 19, c'est le nom de l'escadron, dispose de plusieurs heures d'autonomie de vol, pourquoi pas prolonger le vol effectivement? Mais la deuxième partie du vol se passe beaucoup moins bien. Vers 15h40 à peu près, Taylor informe les stations au sol qu'il est complètement perdu et qu'il croit que ses appareils sont déréglés. Il ajoute néanmoins qu'il croit se trouver juste au-dessus des Key West, un chapelet d'îlots juste au sud de la Floride. Et là, pendant des heures, les équipes au sol vont tenter de ramener le vol 19 à terre sans jamais y parvenir. Vers 19h, Taylor informe la station de Port Everglade qu'il croit voler plein ouest, mais qu'il... Bien sûr, il est complètement perdu, il est incapable de retrouver son chemin vers Fort Lauderdale. À ce moment-là, il y a déjà des équipes de secours qui sont en vol et par une étrange fatalité ou une simple coïncidence, un gros Martin Mariner, un avion spécialement conçu pour une mission en pleine mer, disparaît à son tour. Alors, en ce jour du 5 décembre 1945, la Navy évalue ses pertes. 6 avions, 5 Avengers, un bombardier, un avion Martin Mariner, plus 27 hommes d'équipage. Le lendemain du 6 décembre, la US Navy et la garde côtière mobilisent près d'une centaine d'avions et de navires pour passer au peigne fin une vaste région maritime. Mais en vain, on ne retrouvera jamais rien de l'escadrille du vol 19, ni du Martin Mariner parti à sa recherche. Outre le vol 19, la liste des avions et bateaux disparus dans cette région de l'Atlantique est plutôt impressionnante. Uniquement au chapitre des avions, ce sont quelques 130 appareils qui auraient disparu entre 1964 et aujourd'hui. Mieux encore, le chercheur canadien Hugh Cochrane soutient qu'un triangle mystérieux affecterait la navigation aérienne et nautique sur les Grands Lacs. Baptisé le vortex de Marisburg ou triangle des Grands Lacs, cette zone serait délimitée par les villes de North Bay, Kingston et Détroit. The Morrisburg vortex. Le vortex de Morrisburg est, pour ainsi dire, à notre porte, et c'est fascinant. Il s'agit d'une sorte de triangle que forme le fleuve Saint-Laurent à la hauteur des Mille-Îles, et Morrisburg est juste là. C'est un vortex, un lieu d'échange par où l'eau s'échappe et les esprits pénètrent. D'après Hugh Cochrane, un journaliste de Toronto qui a fait sa propre étude sur le sujet, dans un livre intitulé Gateway to Oblivion, et le titre dit bien ce qu'il veut dire. Alors, dans son livre, Cochrane affirme qu'il n'y a pas d'explication ni pour le nombre élevé de disparitions de navires, ni pour les étranges anomalies de nature magnétique, ni pour les fantaisies cartographiques que les marins connaissent bien. Il n'y a pas de véritable explication
parce que nous avons affaire là à un vortex de nature malfaisante, comme celui du triangle des Bermudes. Le triangle des Grands Lacs est un lieu où on a signalé beaucoup d'observations d'OVNI et où des disparitions étranges ont également été rapportées. Un incident particulier implique un avion qui volait au-dessus du lac lorsqu'il est tout bonnement disparu des écrans radars. On ne l'a plus jamais revu. Un cas comme celui-ci contribue à construire la réputation qu'il y a là une zone de mystère. Pourtant, d'un point de vue statistique, il n'y a probablement pas plus de disparitions là qu'ailleurs au Canada. Mais parce qu'il y a cette réputation qui rôde, l'événement devient bizarre et on parle de mystère. En 1966, un pilote longeant la rive sud du lac Erie voit soudain son monomoteur entouré d'un brouillard venu de nulle part. La brume est si dense qu'il ne parvient plus à distinguer la Terre. Il informe aussitôt le centre de contrôle du trafic aérien de Cleveland, en Ohio, de la précarité de la situation. Le pilote hurle littéralement dans son microphone qu'il n'est plus maître de la situation et que les commandes de son appareil ne répondent plus. Au même moment, les contrôleurs au sol voient disparaître l'écho de l'avion de leur écran. Aussitôt, la garde côtière américaine entreprend de quadriller un vaste secteur situé entre Erie et Buffalo. Les recherches vont perdurer plusieurs jours. On ne retrouvera jamais le moindre débris de l'avion. L'aventure de Tom Walker est particulièrement étrange. Le 8 novembre 1977, Walker et deux de ses associés décollent du Toronto Center City Airport. C'est un tout petit aéroport situé tout près de la tour du CN aujourd'hui. Et Walker, qui compte 9 ans d'expérience, met le cap sur Owen Sound, une ville située à 130 km à peu près au nord-ouest de Toronto. C'est situé juste sur la baie Georgienne. Mais par une étrange fatalité, les hommes n'arriveront jamais à destination. Deux jours plus tard, Walker est retrouvé marchant, errant, tout près, en bordure d'une autoroute à la sortie de Toronto. L'homme est conduit à l'hôpital où on le soigne pour une cheville cassée et puis pour quelques contusions. La dernière chose qu'il raconte, qu'il dit se rappeler à ce moment-là, c'est que son appareil a très rapidement été entouré d'une sorte de brouillard très opaque. Ce qu'il est advenu de l'avion et de ses passagers, on ne le saura jamais. Un mystère a priori inexplicable. Lorsqu'un avion ou un bateau disparaît en mer, on peut toujours accuser les courants marins de disperser les débris. Le temps que les équipes de secours se rendent sur les lieux du drame, il ne reste plus rien. Mais dans les lacs Ontario ou Huron, de tels courants n'existent pas. Alors comment expliquer ces disparitions mystérieuses? Comment justifier que l'on ne retrouve jamais rien, ni débris, ni cadavres? On a l'impression que les victimes ont tout simplement été effacées de la surface de la Terre. C'est d'ailleurs en ces termes que les experts parlent du plus grand mystère maritime de tous les temps, le Marie Céleste. Le 4 décembre 1872, un 3-mâts canadien naviguant au large des Açores aborde le Marie Céleste, un brick de 32 mètres de long. Contre toute attente, le Marie Céleste se révèle tout à fait désert. Selon toute vraisemblance, le navire a été abandonné par ses 10 membres d'équipage. Le mystère le plus célèbre de toute l'histoire de la marine est celui du Marie Céleste, un brick construit et lancé en Nouvelle-Écosse. Dès le départ, ce navire a été une sorte de porte-malheur. À son baptême, par exemple, le bateau a pratiquement coulé et on a mis des mois pour le replacer sur sa quille avant de le remettre à l'eau. C'était un problème après l'autre. On dit même que son propriétaire l'évitait comme la peste.
Finalement, on lui a trouvé un équipage et il est parti de New York en direction de Gibraltar. C'est au cours de ce voyage qu'il fut trouvé par un autre navire, errant sans équipage au beau milieu de l'Atlantique. Personne à bord. Qu'était-il arrivé à la dizaine de membres d'équipage? Il y avait un livre de bord ouvert, mais aucune indication de ce qui avait pu se passer. La cargaison était toujours sous-scellée et il ne manquait rien. Donc, pas de piraterie ou de gestes du genre. Le capitaine du navire qui avait trouvé la Marie Céleste l'a remorqué jusqu'à Gibraltar, et la raison pour laquelle le cas de la Marie Céleste est si bien connu aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de la disparition mystérieuse de son capitaine et de son équipage, mais également en raison du désaccord entourant la propriété de la cargaison. Nous avons un récit bien documenté de cette bataille juridique qui s'est soldée par le fait que la compagnie d'assurance a dû verser une très grosse somme d'argent pour récupérer la cargaison qui était désormais propriété de ceux qui avaient découvert le navire abandonné. Cette compagnie d'assurance existe toujours et dans ses bureaux de New York, une salle porte le nom de Mary Celeste. En fait, cette histoire avait attiré l'attention de Sir Arthur Conan Doyle, qui, trouvant que Mary Céleste n'était pas un nom suffisamment exotique, l'a rebaptisée Marie Céleste pour y ajouter une touche plus céleste, justement. Les amateurs de mystère ont imaginé 1000 hypothèses pour expliquer la disparition de l'équipage. Mutinerie, piraterie, monstres marins et, plus récemment, les extraterrestres. Mais au-delà de ces spéculations, on n'a jamais revu l'équipage du Marie Céleste. Pas plus que l'équipage du dirigeable fantôme. Le 16 août 1942, le L-8, un dirigeable de la marine américaine, piloté par le lieutenant David Cody et l'enseigne Charles Ellis Adam, fait son apparition au-dessus de Daly City, une banlieue de San Francisco. Le dirigeable siffle comme un ballon qui se dégonfle et son enveloppe accuse une très forte déformation, preuve d'une perte d'hélium. Les câbles d'arrimage pendent en dessous du mastodonte et les hélices de ses moteurs latéraux sont immobiles. Pendant un instant, le dirigeable s'immobilise au-dessus de la rue principale. La gondole frappe les toitures, accroche des fils électriques et puis s'écrase dans la rue. Les policiers et les pompiers, les premiers arrivés sur les lieux, percent l'enveloppe et pénètrent dans la gondole. Elle est vide. Les moteurs et la radio sont en position de marche, la porte est grande ouverte et il ne manque rien à l'intérieur. Qu'est-il advenu de l'équipage? On l'ignore. On ne reverra jamais DeWitt ni Cody. En fait, le mystère de la disparition de l'équipage du L-8 ira rejoindre dans les annales du mystère la disparition de l'équipage du Marie Céleste. Que ce soit pour la disparition du vol 19 ou l'équipage du Marie Céleste, ces événements ont fait l'objet d'enquêtes officielles. Faut-il croire que tous ces experts ont eux aussi été mystifiés par ces événements? Pas tout à fait. Arthur C. Clarke, auteur du mythique 2001 L'Odyssée de l'espace, disait à propos du triangle des Bermudes que les histoires de disparition d'avions et de bateaux dans cette région s'expliquent généralement très bien lorsque les sources originales sont examinées et ne sont que de banales tragédies. Il convient en fait de rendre un hommage particulier aux gardes-côtes de la Floride, grâce auxquels il se produit aussi peu de disparitions dans cette zone de grand trafic. Et la plupart des experts sont de son avis. Lorsque l'on examine de plus près les ouvrages consacrés au triangle des Bermudes, on y découvre un nombre incroyable d'inexactitudes qui ne servent qu'à entretenir le mystère et rendre plus inexplicable encore toutes ces disparitions en série. Dans son incontournable ouvrage, Charles Berlitz décrit l'équipage du vol 19. Il ajoute que le lieutenant Charles Taylor, commandant de l'escadrille, comptait pas moins de 2500 heures de vol. La compétence des pilotes et des navigants ne pouvait être mise en doute, insiste l'auteur. Berlitz parle aussi des conditions de vol idéales pour une telle équipée. On est ici à des lieues de la vérité. L'incident probablement le plus célèbre en ce qui concerne le triangle des Bermudes est également à mes yeux l'un des mystères les plus authentiques de notre monde.
et c'est celui de la disparition de l'escadrille 19, qu'on n'a plus jamais revu. On a bien retrouvé des épaves, mais ce n'était pas celle de ces avions en particulier. Effectivement, une escadrille est sortie, a semblé se perdre, a repris contact plusieurs fois avec sa base, disant que la mer était bizarre, que le ciel était bizarre. Ils ont changé plusieurs fois de direction et on ne les a plus jamais revus. C'était un équipage inexpérimenté, même si leur leader était un instructeur chevronné qui aurait dû être en mesure de les ramener sains et saufs à leur base. Il est très possible qu'ils soient simplement tombés en panne d'essence et qu'ils se soient tous écrasés en mer. S'il n'y avait que cela de mystérieux, ce serait déjà assez. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a envoyé une équipe de secours très expérimentée dans un hydravion Mariner pour les retrouver. Et cet équipage non plus n'est jamais revenu. L'avion aurait été détruit par une explosion. Et c'est là qu'on a vraiment affaire à une coïncidence de trop, qui mérite davantage d'explications. Une des possibilités est que nous ayons affaire à d'énormes champs électromagnétiques qui auraient fait exploser des réservoirs d'essence du Mariner, un appareil qui avait la réputation d'avoir des lacunes en matière de sécurité. Cela implique qu'il y aurait eu une décharge inhabituelle de quelque chose dans le triangle. Et cela, pour moi, signifie que peu importe les statistiques sur le triangle, et personnellement, je doute que le vrai mystère du triangle soit celui qu'on voulait nous faire croire, mais quelque chose d'étrange s'est produit à ce moment-là. Comme cela s'est produit dans quelques autres cas, et il est possible que ce soit quelque chose comme une matière sous la mer ou un quelconque truc du genre qui produit son effet à l'occasion. Mis à part Charles Taylor, tous les hommes du vol 19 étaient de jeunes recrues inexpérimentés. Taylor était, quant à lui, un vétéran, mais un nouveau venu à la base de Fort Lauderdale. Il ignorait tout de la géographie des lieux. Les conditions de vol étaient peut-être idéales au moment du décollage, mais d'importantes cellules orageuses étaient en formation à l'ouest de Floride. Le soir du 5 décembre 1945, les opérations de recherche ont d'ailleurs été sérieusement handicapées par la pluie et les vents violents. Mais cela n'explique pas tout. Uniquement sur la base des statistiques, le triangle des Bermudes n'est en effet guère plus mystérieux que tous les autres océans du monde. En 1975, un représentant de la Lloyd's de Londres, l'assureur de la plupart des bateaux marchands, a démontré que d'après les registres, 428 bateaux ont disparu dans le monde depuis 1955. Rien ne justifie la croyance que ces disparitions soient plus nombreuses dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs. La première chose à savoir, car cela a été étudié par plusieurs personnes, dont mon homonyme, John Wallace Spencer, un ami à moi, est le point de vue des sceptiques, étudié par Chapel Long et David Couche, qui ont publié un livre sur le sujet. La chose qui saute aux yeux, c'est que le triangle des Bermudes est entre autres une sorte d'exception statistique. Il y a davantage d'avions et de bateaux qui circulent dans cette zone. Il y a des pertes parce que plusieurs navigateurs sont inexpérimentés. C'est le terrain de jeu des millionnaires. Les gardes-côtes ont rapporté avoir vu des navigateurs se guider avec des atlas, alors qu'ils auraient dû avoir des cartes marines détaillées pour éviter les bancs de sable et les obstacles du genre. De plus, il y a un nombre élevé de passeurs de drogue dont les bateaux sont capturés puis coulés et ainsi de suite. Alors, le triangle des Bermudes n'est peut-être pas plus spécial en termes de naufrage que les eaux ailleurs sur la planète. Des régions océaniques comme le triangle des Bermudes ou le triangle du Diable au large du Japon sont également réputées pour leur météo instable. Chaque année, on suit le développement des tempêtes tropicales qui frappent la côte est des États-Unis, les Caraïbes, les zones côtières du golfe du Mexique et la péninsule du Yucatan. Or, toutes ces tempêtes tropicales passent par le triangle des Bermudes. La disparition de l'équipage du Marie Céleste ne résiste pas non plus à un examen rigoureux des faits. Le Marie Céleste transportait une cargaison de 1700 barils d'alcool brut. On croit aujourd'hui que le commandant Briggs, qui n'était pas un familier avec ce genre de cargaison, a omis de faire ventiler la cale. Une précaution essentielle puisque, sous la chaleur, des barils d'alcool vont dégager une vapeur qui peut exploser. Et c'est probablement ce qui s'est produit.
À force de naviguer sous les tropiques, les barils d'alcool ont dégagé donc cette vapeur qui a envahi la cale et puis qui éventuellement ont fait sauter la trappe menant à la cale comme une sorte de... comme le bouchon d'une bouteille de champagne finalement. Et rapidement, les vapeurs d'alcool ont enveloppé tout le navire. Devant l'urgence de la situation, Briggs a probablement demandé à son équipage de prendre place à l'intérieur d'un canot de sauvetage qui était attaché en remorque au Marie-Céleste. Mais le filin reliant le canot de sauvetage au Marie-Céleste est probablement brisé ou détaché, et puis le Marie-Céleste, dont les voiles étaient encore en partie déployées, s'est éloigné trop rapidement pour permettre à l'équipage de regagner son bord. Alors l'équipage, abandonné sur une frêle esquif, en plein milieu de l'Atlantique, était condamné. Quant à la disparition de l'équipage du L-8, elle s'explique elle aussi sans faire appel au surnaturel. L'enquête de la US Navy indique que le dirigeable a pris son envol à 7 heures au matin du 16 août 1942. Le L-8 était équipé de charges explosives que l'équipage pouvait larguer pour forcer l'immersion d'un sous-marin ennemi. À 7h38, le lieutenant Cody a informé la base qu'il se trouvait à l'est des îles Farallones et qu'il se préparait à inspecter une tache d'huile suspecte. Il n'a jamais repris contact. On croit qu'à un moment donné, Charles Ellis Adams, qui en était à son vol inaugural sur ce genre de dirigeable, a lancé une bombe fumigène par la porte ouverte. Une manœuvre dangereuse qui a entraîné un mouvement inattendu du ballon. On suppose que l'officier inexpérimenté a perdu pied et que Cody, en voulant lui venir en aide, n'a fait qu'accentuer le mouvement du dirigeable. Les deux hommes auraient alors basculé par la porte ouverte. Allégé de sa charge humaine, le ballon a grimpé jusqu'à ce que des changements de pression d'altitude fassent sauter une valve de sécurité et l'obligent à redescendre. Rien ne prouve que ces scénarios soient exacts, mais ils ont l'avantage de répondre aux questions en tenant compte des faits observés. Le 26 décembre 1900, l'Hesperus accoste à Island Moor, le plus grand îlot des îles Flannan en Écosse. Ce que les hommes de bord y découvrent les laisse tout à fait perplexes. Les 3 gardiens chargés de l'entretien du phare, la seule construction de l'île, ont tout simplement disparu. Une inspection détaillée des bâtiments faisant corps avec la haute tour de 23 mètres ne révèle rien d'anormal. On note seulement dans la salle de séjour qu'une chaise a été renversée. Dans l'âtre du foyer, des cendres froides, des vieux bouts de papier indiquent qu'on n'y a pas fait de feu depuis un certain temps. Détail inhabituel, sur le registre quotidien du phare, dont la dernière entrée remonte au 13 décembre, Thomas Marshall, l'un des disparus, a rapporté toute une série d'événements plus ou moins étranges. Il parle notamment de tempêtes qui n'auraient frappé que l'île Moore. Il souligne également le caractère dépressif de ses compagnons Donald MacArthur et James Ducat. Que s'est-il réellement passé? L'un des hommes est-il devenu fou? A-t-il assassiné ses compagnons avant de mettre fin à ses jours? Les hommes ont-ils été victimes d'un acte de piraterie? Ont-ils été attaqués par un monstre marin? Enlevés par des extraterrestres? Toutes les spéculations sont possibles. Le 12 août 1915, Sir Ian Hamilton ordonne à ses hommes du 5e régiment de Norfolk de prendre d'assaut la colline 60, un théâtre situé à 2,5 km du mont Chunuk-Bair. Nous sommes en pleine bataille de Gallipoli en Italie et les forces alliées espèrent prendre le contrôle de la mer Marmara en Turquie et du coup éliminer l'Empire ottoman. À ce moment-là, le sommet de la colline est dissimulé par un nuage. Malgré ce brouillard, les hommes, pour la plupart des soldats britanniques, s'avancent et s'y engouffrent résolument. 1 heure plus tard, le vent se lève et dissipe les nuages. Sur la colline 60, il n'y a plus personne. Le 5e régiment de Norfolk, près de 380 hommes, a disparu. Il y a également une histoire fascinante à propos du lac André Cooney, qui est dans le nord, dans le Nunavut, à la bordure des territoires du Nord-Ouest. On parle d'un trappeur qui serait arrivé dans un village où plusieurs milliers de personnes seraient disparues du jour au lendemain.
Lorsqu'il est arrivé au village, la totalité des habitants avait disparu. Les casseroles étaient encore sur le feu et contenaient de la nourriture. De précieux artefacts utilisés pour la chasse, ainsi que des carabines avaient été laissés sur place, mais aucun signe de vie. Cette histoire a été transmise par la tradition, par les conteurs, comme si les extraterrestres avaient emporté un village entier d'aborigènes. La disparition de 2 ou 3 hommes n'a peut-être rien d'extraordinaire. Après tout, un accident est toujours possible, mais un bataillon entier de 380 hommes, un village complet de 2000 personnes, plus question ici d'accuser le mauvais temps ou quelques circonstances mal définies. Comment ne pas croire au surnaturel? La Gendarmerie royale a étudié ce cas et l'enquête a mis en lumière plusieurs lacunes dans l'histoire. D'abord, il n'y avait aucun village de cette taille à cette époque. Certaines versions de l'histoire racontent que les sépultures des individus avaient fait place à un trou vide. Eh bien, quiconque connaît un peu le Grand Nord sait très bien qu'à cette époque, on ne creusait pas de tombes. À force de se buter à de telles incohérences, les enquêteurs ont fini par comprendre que cette histoire était inspirée d'un récit publié précédemment dans un journal local, sous forme d'une nouvelle, un conte de science-fiction. Pourtant, encore aujourd'hui, on téléphone au bureau de la Gendarmerie royale pour savoir ce qu'il est advenu de ce village, s'il est exact que ses habitants ont été enlevés par des extraterrestres, même si on sait depuis des années et des années que toute cette histoire est fausse. La plus grande faiblesse des ouvrages consacrés aux phénomènes étranges réside dans l'inexactitude des faits rapportés. De fait, certaines disparitions n'auraient jamais dû apparaître au registre de l'inexplicable. C'est le cas du 5e régiment de Norfolk. Une vérification auprès des archives du ministère de la Défense britannique nous apprend que les soldats disparus ont en fait été retrouvés. Les corps d'au moins 122 d'entre eux ont été découverts au fond d'un ravin à moins de 800 mètres de ce qui étaient les premières lignes ennemies. Les hommes avaient été massacrés par l'armée turque qui leur avait tendu un guet-apens dans les bois, juste de l'autre côté de la mythique colline 60. Quant aux survivants, ils se sont simplement fondus à d'autres bataillons britanniques en poste sur le théâtre des opérations. Cette fausse disparition mystérieuse n'est pas la seule. La disparition des gardiens de l'Island Moor s'explique aussi sans faire appel à quelque intervention surnaturelle. Le Bureau des phares du Nord conclut en 1901 qu'une vague gigantesque a entraîné les hommes alors qu'ils s'affairaient à la grue. Le rapport ajoute que la pique de la verticale de la grue est de 35 mètres et n'offre aucune possibilité d'escalade. Les 3 gardiens tombés à la mer n'avaient aucune chance de reprendre pied sur l'île. Qu'on qualifie cet incident d'inusité est une chose, d'inexplicable en est une autre. Au chapitre des disparitions mystérieuses, les histoires fantastiques sont très nombreuses. Malheureusement, lorsque l'on regarde objectivement l'ensemble des faits rapportés, on constate que ces disparitions sont beaucoup moins mystérieuses qu'elles n'y paraissent. Évidemment, présentées en masse, elles peuvent sembler a priori inexplicables, du moins si on cherche une explication pour l'ensemble des disparitions. Mais prises une à une, chacune d'entre elles ouvre la porte à un scénario rationnel et possible. Et dans le domaine de l'investigation, une explication rationnelle vaut beaucoup mieux qu'une explication surnaturelle. Jusqu'à maintenant, aucune de ces disparitions nous force à accepter des vortex vers d'autres dimensions ou des enlèvements par des extraterrestres. En fait, on devrait beaucoup plus parler de disparitions insuffisamment détaillées que de disparitions inexpliquées ou inexplicables, parce que c'est exactement ce qu'elles sont. Il y aura toujours des disparitions qui me laisseront perplexe. L'idée de disparaître a quelque chose d'angoissant. Et c'est cette angoisse qui rend si mystérieux des histoires comme celui du Triangle des Bermudes ou celui des Grands Lacs, ou même l'aventure du Marie Céleste.
Des mystères qui se nourrissent de notre ignorance.